Le débat d'actu sur LCI cet après-midi. Une conférence a lieu à l'université Assas Paris 2, une conférence en présence d'un expert américain en contre-terrorisme, Errol Southers, qui dirige aussi le programme d'études sur l'extrémisme intérieur dans une université californienne. L'objectif de cet échange, créer un diplôme de lutte antiterroriste. Pour en parler avec nous en plateau, Chemsa Krouf, bonjour. Bonjour. Expert en renseignement, Béatrice Brugère, ancienne juge antiterroriste, Alain Bauer, criminologue, et Franck Decloquement, expert en intelligence stratégique. Alors, on va tout de suite regarder de quoi on parle avec ce sujet signé Marie Belot et Stéphane Urgolescu. Cet expert américain de la lutte contre le terrorisme est l'un des pilotes du projet. Un diplôme sur le terrorisme pour étudier les processus de radicalisation, l'extrémisme et les manières de les éradiquer. Le terrorisme est une discipline qui croise plein de disciplines académiques, psychologie, ingénierie, sociologie, mais ce sera surtout destiné aux étudiants de politique publique, diplomatie publique, administration publique, à ces individus qui intégreront certainement des postes gouvernementaux et qui, avec la loi, seront chargés de prendre des décisions pour l'avenir. Le diplôme est encore en cours de développement entre les universités américaines et françaises, mais le programme abordera notamment l'étude des religions et des groupes communautaires, mais aussi celle des réseaux cryptés comme Telegram. Ce qu'on a appris des terroristes ces dernières décennies, c'est qu'ils sont des adversaires qui s'adaptent très facilement. Et ils se sont notamment adaptés à Internet et ils sont très bons. Tout ce domaine de la communication par application cryptée et par le dark web va devenir un énorme challenge. Et le fait de pouvoir travailler en collaboration n'a pas de prix. L'objectif de cet enseignement est donc aussi de communiquer entre pays, d'être conscient des risques internationaux et de trouver des solutions communes pour vaincre le terrorisme. Tout d'abord, cette question, pourquoi cette nécessité de créer ce diplôme? Je vous la pose à vous, cette question, Chemsa Krouf. Tout simplement parce qu'on a des bilans catastrophiques en termes d'attentats en France et en Europe, que la recherche est là pour appuyer le travail des agences de renseignement, d'apporter une compréhension à nos pouvoirs politiques. Et donc le fait de pouvoir bénéficier du retour d'expérience des Américains, qui eux-mêmes vont bénéficier de ce qu'on vient de subir en termes d'attaques terroristes, sur les modes opératoires, l'étude du comportement humain, comment des gens basculent, qu'ils soient natifs ou pas de la France, est une nécessité en termes de savoir-faire pour appuyer les services de renseignement et apporter une compréhension universitaire qui manque depuis fort longtemps en France. À qui va s'adresser ce diplôme? Alors là, il va s'adresser bien évidemment aux acteurs de la lutte antiterroriste, aux gens qui veulent se parfaire dans leur domaine de compétences, que ce soit les juges, les avocats, les policiers, les gendarmes, et également ceux qui s'intéressent pour faire de la recherche universitaire. Ne pas être dans une démarche de réaction, c'est ce que aussi nous a dit Errol Southers, c'est qu'il faut appréhender les attaques et que pour ça, il faut des connaissances. Une démarche académique, scientifique, c'est une logique essentielle pour combattre le terrorisme, Alain Bauer? Oui, alors le sujet est un peu plus compliqué parce qu'il existe déjà des formations. Alors, ça n'est pas bientôt un diplôme, c'est bientôt un diplôme supplémentaire. Et comme je le disais, il est très important qu'il y ait un développement de la culture universitaire. Mais on ne part pas de rien du tout. Les écoles, l'École nationale supérieure de police, l'École de la magistrature, l'École d'administration pénitentiaire ont développé chacun des formations qui ne sont pas des diplômes. Mais depuis plusieurs années déjà, par exemple, le Conservatoire des arts et métiers, avec l'État et les 4 grandes directions du renseignement, des GSE, des GSI, des RM et des PSD, ont mis en place des outils de formation pour les futurs agents, les analystes, pour les agents en cours d'action, en formation permanente, et pour les agents en sortie des cadres, pour leur permettre de retrouver un emploi alors qu'ils ont un peu de mal à expliquer ce qu'ils ont fait au cours des 25 dernières années. Donc on est dans un processus de développement, et c'est ça qui est important, et moi je salue le processus de développement parce qu'il est extrêmement utile. Ensuite, on est dans une logique pratique, c'est-à-dire que la compréhension d'un phénomène terroriste, ça nécessite c'est comme aller chez le médecin. Il faut un diagnostic, si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien de vous soigner. Il faut un pronostic, savoir si ça vaut la peine de faire quelque chose. Et ensuite, il faut un débat thérapeutique sur la meilleure manière de vous guérir. La France est le spécialiste mondial des thérapeutiques. Nous avons les meilleurs spécialistes de toutes les thérapeutiques possibles et imaginables, de l'homéopathie à la chimie et à la chirurgie, mais nous n'avons que très peu de diagnosticiens, parce que ce n'est pas la nature du sujet. Or, le diagnostic, il doit être composé de ceux qui sont des opérationnels et qui comprennent
l'utilité immédiate du sujet et de ceux qui sont des conceptuels qui remettent le tout en perspective. Or, en Occident, il n'y a qu'un seul service de renseignement qui a été créé après le 11 septembre, à partir de rien, et c'est sa chance, qui a mis en place cet outil, et c'est celui de New York. C'est pour ça que l'expérience américaine a une importance et un intérêt, parce qu'elle est efficace. Mais pour ce faire, il faut aussi l'alliance de l'université, il faut qu'elle se décide à appréhender le sujet, et elle n'aime pas plus les sujets renseignement terroristes qu'elle n'aime les sujets policiers, donc c'est rare, c'est pour ça que je salue la création du diplôme à Paris 2 en complément de ce qui peut exister ailleurs. Je crois d'ailleurs qu'il y a une coopération avec Lyon. Et comme nous sommes plusieurs Lyonnais ici, nous y sommes très attachés. Et puis, parce qu'il est important d'avoir un outil qui soit à la fois conceptuel, permettre à des cerveaux de fonctionner, pas seulement avoir des oreilles, avoir quelque chose qui connecte. Donc sortir de la compilation pour aller vers l'analyse, avoir des opérationnels qui donnent un mode d'emploi qui soit efficace et avoir une formation qui soit ouverte à l'ensemble du parcours, avant pour les futurs agents, pendant pour ceux qui sont là mais qui ont besoin de se remettre à niveau, et après pour ceux qui vont avoir une deuxième partie de carrière ailleurs, parce que c'est important pour les entreprises, pour les administrations autres que les services de renseignement, pour les collectivités, bref, pour tout ce qui a besoin d'une mise en sécurité globale et pas seulement limitée. Mais il y a des bases en fait de connaissances qui sont indispensables. Béatrice Brugère, Bernard Cazeneuve, il a reconnu il y a quelques jours que le ministère de l'Intérieur s'était beaucoup trop coupé du monde de la recherche et de l'université au cours de ces dernières années. Est-ce que ça se ressent sur le terrain, ou en tout cas quand vous étiez face à des cas comme ça de terrorisme? Alors, d'abord, moi, je ne dépends pas du ministère de l'Intérieur. Donc je ne sais pas trop pour le ministère de l'Intérieur, mais au niveau du ministère de la Justice, puisque nous aussi, on est sur le terrain, même si on n'est pas en première ligne, on est quand même proche du terrain quand on est au parquet ou quand on est juge d'instruction. Il est évident qu'il y a une césure culturelle entre le monde universitaire, puisque les magistrats, s'ils ont un parcours universitaire avant de passer, j'allais dire, l'École nationale de la magistrature, ensuite, après, ils deviennent quand même stricto sensu des praticiens. Ils s'éloignent et alors il y a une véritable volonté, et il faut la saluer, de remettre en selle, je crois, des liens très forts entre le monde de l'université sur ces thèmes-là et les magistrats. Et l'École nationale de la magistrature, dans sa formation continue, a fait un effort remarquable cette année, puisqu'en fait, alors on peut contester ça, mais ils ont fait ce qu'on appelle un e-learning sur le terrorisme, qui a été un énorme travail pour recenser ce qui est fait, ce qui existe, et avoir un début de diagnostic pour nous les magistrats, et plus que les magistrats, tous ceux qui concourent au problème du terrorisme. Donc j'allais dire qu'en effet, c'est un peu nouveau, c'est très intéressant ce qui se passe, mais comme c'est un peu nouveau, l'enjeu aussi, c'est la fiabilité, c'est-à-dire de ne pas aller chercher un peu tout ce qui existe sans pouvoir faire le tri entre ceux qui sont fiables et ceux qui ne sont pas fiables, et ne pas avoir ce recul pour nous, magistrats, et pour l'École nationale de magistrature, puisqu'on n'a pas, j'allais dire, cette culture universitaire. Les Italiens, depuis très longtemps, eux, ont cette culture universitaire, les Américains sans doute aussi, et travaillent beaucoup plus avec les magistrats, avec les hommes de terrain, les policiers, que nous en France. Donc on a un vrai retard. Simplement, c'est intéressant que l'on commence à, j'allais dire, rattraper ce retard, mais attention aussi de ne pas le faire n'importe comment. Il y a quand même eu des expériences assez malheureuses, et là je pense plutôt au ministère de l'Intérieur, qui, devant une forme de désarroi, sont allés chercher un peu dans le monde associatif, ou ci et là, ce que j'appelle des experts sui generis, qui ont lancé des thématiques qu'il faudra, à mon avis, analyser, voire critiquer, avec des termes un peu faciles de prêt à penser, comme la radicalisation, la déradicalisation. Il va falloir à un moment venir aussi analyser tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, un peu à la va-vite, un peu dans l'urgence. Oui, comme vous dites, c'est nouveau, donc il faut aussi après affiner oui, les choses et les adapter. Le problème, c'est que, en fait, comme il y avait un peu un vide de ce côté-là, ces thématiques sont arrivées, ont été repris, ont été, j'allais dire, peu critiqués. On a vite rempli, mais il faut trier. Ouais, et le risque aujourd'hui, c'est qu'on a du mal aussi à les critiquer. Donc voilà, je crois que je suis très contente que l'université, que des vrais experts commencent à analyser ça et à voir ça, parce qu'on en a besoin. En effet, le diagnostic est assez faible.
Franck de Coquemont, cette coopération entre l'Europe et les États-Unis, notamment pourquoi pas en partage de tout ce qui est connaissance en matière d'intelligence stratégique, elle est précieuse, indispensable ? Elle est indispensable. Je pense qu'il y a un benchmark effectif à faire. Et l'avantage des États-Unis, c'est qu'ils recrutent énormément d'universitaires dans les services de renseignement. On a de très grands universitaires, preuve étant le docteur Souters lui-même. Chez nous, on recrute plutôt, on va dire, dans les écoles de commerce, les grandes écoles, et ce qui crée une sorte d'endogamie, si je veux être un petit peu piquant, de corporatisme, ce qui veut dire que les gens viennent du même milieu, et d'une certaine façon, il n'y a pas cette ouverture vers la recherche fondamentale et la recherche universitaire, ce qui est le cas aux États-Unis. Ils sont effectivement dans l'efficacité, dans le partage, ils sont dans la diversité également. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur UFC, Sud-Californie. Si vous voulez voir un petit peu le site, vous verrez effectivement que les profils des chercheurs sont des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, effectivement issus de la diversité, qui permettent effectivement d'avoir cette préhension. Oui, c'est cette jeune génération qu'il faut éduquer à ça aussi. Exactement, c'est les gens de demain, c'est notre relève, si j'ose dire, pour cela. On le voit en faculté, dans les enseignements que je fais. Moi, je vois, ce qui m'intéresse, c'est de voir les yeux briller derrière, parce que c'est eux qui veulent véritablement derrière prendre la main, et ils en ont vraiment la volonté. Donc, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Depuis ça, qui a 6 ans, on voit bien qu'il y a un intérêt flagrant pour ces questions de renseignement. Chem Sakrouf, une question très pratique. Il y a aujourd'hui un échange entre les agents de renseignement français, américains, sur le territoire qui se déplacent ? Alors, la réalité, c'est qu'entre nos propres agences de renseignement françaises, on n'échange pas tout. Pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes missions, c'est pas les mêmes budgets, et donc on essaye de lutter efficacement contre le terrorisme, mais il reste encore des petites guerres de chapelle qui s'expliquent par des problématiques d'histoire, de culture et de chefs, parce que les chefs aussi sont souvent rattachés à du politique. Donc le fait d'avoir la France qui échange avec les États-Unis, bien sûr, ça existe comme le groupe Lafayette, où on échange pour pouvoir avoir du renseignement pertinent afin de neutraliser les terroristes, que ce soit en Irak ou en Syrie. Mais justement, le fait d'échanger sur le plan universitaire, on peut avoir des gens qui viennent ou qui vont servir à la DGSE, à la DGSI, à la DNRD ou à la DPSD, et qui vont pouvoir avoir le même retour d'expérience en termes de formation, de ce qui marche ailleurs ou aux États-Unis, là où des gens ne se parleraient pas. On ne va pas se dire, bon, comment vous mettez en place des balises ? Est-ce que vous utilisez des drones ? Bien évidemment, on n'échange pas. Mais le fait d'avoir justement ce dénominateur commun qui est l'université, avec des gens qui vont aller travailler en se disant, tiens, telle technologie peut servir à la lutte antiterroriste, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la compréhension des nouveaux risques. Là, on découvre à chaque fois la lumière. On a découvert que les terroristes pouvaient parler sur des vecteurs comme Telegram. Bon, j'imagine que la DGSE ne l'avait pas dit avant pour pouvoir travailler sur le sujet, ou la DGSI. Mais le fait d'avoir des gens qui peuvent dire attention, on peut aussi créer des sites internet de football ou de blogs et dedans cacher des informations dédiées. Ou effectivement, comment un juge peut appréhender qu'un individu puisse lui mentir. Donc toutes ces choses-là, la détection du mensonge, l'étude du comportement humain, c'est encore une fois une chance pour la France de pouvoir être associée à un pays comme les États-Unis qui connaît un petit peu les problématiques de renseignement et de terrorisme. D'accord, on continue ce débat. Tout de suite, une pause essentielle de l'info sur LCI. Allez, on reprend ce débat d'actu sur ce nouveau diplôme ou diplôme supplémentaire de la lutte antiterroriste. Face à nous, Daesh, très très fort dans le domaine du cyberterrorisme. Là aussi, connaissances indispensables, Franck de Coquemont. Est-ce qu'il y a un manque aujourd'hui dans les moyens matériels ou sur les connaissances ? Sur les connaissances, l'aspect matériel, effectivement, est à investiguer, parce qu'effectivement, ils s'adaptent. Donc, les services de renseignement doivent s'adapter de la même manière pour répondre à ces problématiques. Mais il y a aussi une problématique sur l'ingénierie de la perception, c'est-à-dire, grosso modo, comment eux utilisent ces outils technologiques pour orienter, on va dire, leurs efforts en matière de propagande, de manière à toucher et faire agir de l'intérieur, éventuellement, des jeunes, à capter leur attention. On est dans une écologie de l'attention, on le voit tous les jours. Et donc ces vecteurs-là, technologiques, leur permettent effectivement de déployer ces technologies dans le sens de la propagande qu'ils souhaitent diffuser, pour faire agir, faire acter. Les services de renseignement français, ils sont quand même de plus en plus performants dans la collecte d'informations. Ce chiffre, quand même, environ 5600 personnes surveillées en France pour leur radicalisation. Parmi elles, 2000 seraient directement liées au djihad. Mais alors, Alain Bauer, qu'est-ce qui pêche ? C'est quoi ? C'est l'analyse, en fait, de ces informations ? Si aujourd'hui vous décidiez de faire le journal avec toutes les informations que vous avez reçues sur le fil AFP, vous feriez le journal le plus précis de l'histoire. Et le plus long de l'histoire. 0 téléspectateurs, vous voyez ? Qu'est-ce qui fait la différence entre la collecte de l'information et l'analyse, votre expérience, votre compétence, votre plume, bref, le fait que vous soyez journaliste et pas simplement collecteur de la dépêche AFP, la collant l'une derrière l'autre pour en faire des pages, des pages et des pages et des pages.
Le débat qui existe en fait, c'est qu'il est... longtemps, on a pensé que c'était structurel le problème. Il y avait trop d'agences, elles ne se parlaient pas suffisamment, elles ne partageaient pas assez. En fait, non. Par exemple, tout le monde vous parle des renseignements généraux comme si cette époque mythique, cet Eldorado perdu, ils étaient là. Et bon, les RG, en 86-95, il y a eu 2 vagues d'attentats en France, ils n'ont rien vu. Donc, ce n'est pas la question des RG. Peut-être faut-il plus de renseignements de proximité, mais la question RG ou pas RG n'a aucun intérêt. Ensuite, on vous dit, ah oui, mais ils sont plus mauvais aujourd'hui qu'ils n'étaient avant. Ce n'est pas vrai, ils sont même plutôt meilleurs, les agents, même les patrons. La question, elle est culturelle. C'est que tout notre renseignement, pas seulement chez nous, ailleurs aussi, est né autour d'une logique qui est le contre-espionnage. Et dans le contre-espionnage, il y a 2 logiques très particulières. Le temps est long, il faut remonter la filière, faire tomber le réseau. Et le secret est absolu, il faut protéger ses sources, il ne faut pas leur dire qu'on est en train d'enquêter dessus. Et évidemment, il faut être en situation de prendre le maximum de personnes. Dans l'antiterrorisme, c'est bête, mais c'est l'inverse. Le temps est court. Le bon antiterroriste, ce n'est pas quand vous arrêtez l'auteur d'un attentat, c'est quand il n'y a pas d'attentat. Et le partage est absolu parce qu'il faut tout partager avec tout le monde pour arriver justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attentat. Et donc, ce choc culturel-là, il nécessite une transformation absolue de la logique de l'information. C'est la même chose pour un journaliste d'un journal papier, à qui on dirait « Ah, c'est terrible, il y a Internet, des chaînes d'infos en continu, des blogs et des machins », et qui dirait « Ah ouais, t'as raison, désormais on va faire 2 éditions, une le matin, une le soir », comme si c'était une réponse à la question. Donc à la question « 2 oreilles, pas de cerveau », la réponse traditionnelle, c'est 4 oreilles, pas de cerveau, ou 6, ou 8, ou 10, ou 12. Donc effectivement, jamais on n'a été aussi bon dans la collecte de l'information. Et jamais on a eu autant de problèmes pour arriver à l'analyser, à la fois par le flux, et puis par la difficulté à avoir des analystes, c'est-à-dire des gens qui non seulement voient la perspective, mais se connectent aussi avec les opérationnels, parce que vous expliquer ce qui va se passer dans 10 ans, ça n'intéresse aucun service de renseignement. Vous expliquer ce qui s'est passé il y a 20 ans n'a aucun intérêt non plus. Ce qui est important, c'est de vous dire, voilà, par rapport à ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, ça ressemble à ça, et ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Et à ce moment précis, l'opérationnel peut dire « Ah ben oui, s'il va se passer quelque chose, ça connecte avec ce que moi je sais de ma pratique de terrain et de mon expérience, et je vais en faire quelque chose. » Ça, c'est des binômes opérationnels conceptuels. Ça n'existe, ça n'a été créé que dans la police de New York. Parce que, 1, elle était moderne et elle n'a pas eu à traiter le passé. 2, elle n'a jamais fait de contre-espionnage, donc elle n'avait pas de choc culturel. Et 3, l'ampleur du 11 septembre a été telle qu'aucun obstacle politique, médiatique, financier ne s'est trouvé face à ça. Et quand le NYPD a décidé de créer son service d'antiterrorisme, c'est 3000 personnes, 1500 civils, experts, universitaires, journalistes, et 1500 uniformes, douaniers, policiers, agents de renseignement, militaires, tout ce qu'on veut. Et c'est comme ça que ça a pu fonctionner. Or, ce passage-là est très difficile. Et surtout, dans les 1500 civils, la plupart étaient des universitaires, des jeunes chercheurs, des doctorants, des docteurs, des linguistes, bref, tout ce qui était disponible. Et l'événement avait permis ça. Alors aujourd'hui, on le sent bien. Nous, on a 300 étudiants en licence pro, 2 licences pro et en master, qui font ça, et qui le font avec un taux de féminisation historiquement extrêmement élevé, 40% quasiment de jeunes filles, et qui y vont pour la patrie, la nation, l'idée qu'elles se font, etc. Non, mais c'est un phénomène dans le renseignement, je veux dire que c'est assez rare. Et pour la première fois, les 2 ministères et les 4 agences se sont mis d'accord entre elles, ce qui est encore plus rare. Donc on sent bien que le terreau est favorable, mais la demande est considérable. C'est pour ça que, moi je dis, on a besoin de nouveaux et de complémentaires diplômes pour répondre à l'intégralité de la demande. Mais à condition de ne pas le faire, comme le disait Mme Brugière tout à l'heure, dans le désordre le plus absolu et en faisant du copier-coller de tout ce qui traîne. Donc il faut que ça soit vraiment académique. L'University of Southern California, c'est une des 25 plus grandes universités américaines. Monsieur Sutters, il a eu des fonctions à la TSA et dans les services opérationnels, donc il a cette double compétence. L'Université Paris II, nous avons nous-mêmes un programme de déradicalisation, même si ce terme, comme nous le savons tous, ne veut rien dire, mais on fait semblant de penser qu'on sait ce que ça veut dire. Donc il y a un processus académique qui est très volontariste pour l'instant. Et moi, je tiens à dire, d'ailleurs, à cet égard, que le ministre de l'Intérieur comme le ministre de la Défense
pour tous ceux que nous avons connus dans des épisodes précédents, sont plutôt extrêmement lucides et extrêmement volontaristes sur cette question. Mais je voyais tout à l'heure un peu notre regard, un peu abasourdi devant la décision de supprimer les unités de déradicalisation. J'allais y revenir, bien sûr. Peut-être est-ce une bonne idée, peut-être est-ce une mauvaise. Mais on va y ce qui revenir. est terrifiant dans cette affaire, c'est qu'à la fois la création de ces unités, comme la suppression de ces unités, se fait dans le désert académique le plus complet. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous, le plus grand spécialiste de ces questions, c'est Farhad Khosrow-Kavar, qui est notre allié, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, justement pour créer le réseau international d'analyse du terrorisme, de l'antiterrorisme, de la radicalisation et de la déradicalisation, qu'on appelle Sortir de la violence, qui nous paraît d'ailleurs plus cohérent quelque part. Enfin, Michel Vievorka et moi sommes assez d'accord là-dessus. Mais on sent bien que où est l'élément qui permet de prendre une décision politique peut-être parfaitement justifiée, mais dont aucun d'entre nous, et pourtant on est censé vaguement regarder ce qui s'y passe, n'a aucune idée de, un, pourquoi on les avait faites, et deux, pourquoi on arrête de les faire. On ne sait pas. Où est l'évaluation ? Chemsakro, vous voulez réagir ? Oui, pour rebondir sur les propos de M. Bauer, il y a une réalité aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que pour pouvoir stopper des attentats, il faut, à moins d'avoir des télépathes, et je pense qu'on n'en a pas assez dans les services de renseignement, je plaisante bien évidemment, c'est d'avoir des gens dedans. Pour savoir ce qui va se passer, il faut en être acteur. En immersion. Voilà. Et ça, la réalité, c'est qu'à un moment donné, la DGSI s'est passée de beaucoup d'ethnos différenciés, de gens capables d'être séduisants pour les recruteurs. Il faut des ennemis de l'intérieur de l'autre côté. En fait, bien évidemment, on a quand même une grande population issue de l'immigration qui parle ou pas des dialectes rares, qui peuvent être des gens intéressants pour des recruteurs terroristes. Donc pouvoir disposer de gens, et puis on peut aussi transmettre la paranoïa. Que n'importe quel recruteur qui est contacté par quelqu'un qui dit « je vais faire le djihad » se dise « oh là là, ils m'ont découvert ». Donc ça, c'est un effet sur le mental, sur la perception, et on n'a pas assez mis en avant ces techniques-là. Parce que maintenant, qui veut dire infiltrer quelqu'un ? Ça veut dire le surveiller pour pouvoir garantir l'échange de communication, la surveillance, donc c'est des moyens à mettre à disposition, et c'est aussi une doctrine d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut savoir le faire. Il faut savoir se positionner au bon moment, au bon endroit, parce que n'importe où dans le monde, quand vous arrivez sur des lieux dits sensibles, même si vous parlez l'arabe et que vous leur ressemblez, je parle des zones peuplées par une population d'origine maghrébine, vous êtes un inconnu. Donc ces choses-là prennent du temps. Et ça, on ne sait plus bien le faire. On savait le faire à une certaine période, on s'est un peu séparé de ces individus qui savaient opérer de cette manière-là. Et puis, bien évidemment, on parle de ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, M. Orvois. Quand on met des gens ensemble, avec un effet de domination psychologique. Qui est le plus terroriste d'entre nous ? On est tous condamnés. Vous pensez qu'ils vont être réceptifs au message de déradicalisation ? Qu'il n'y a pas un effet de contrainte psychologique ? Donc le fait de les mettre ensemble dans des unités où on va les traiter ensemble, c'était perdu d'avance. Qui est le plus large d'entre nous lever la main et aller rejoindre le ministre de la Justice ? Personne ne va lever la main. Et alors, du coup, quelle est la solution en face ? La solution, c'est comme l'a dit M. Bauer, comme le dit M. de Cloquement, c'est de travailler avec des universitaires, travailler sur la réflexion, de ne pas annoncer la création de centres de déradicalisation sans savoir ce qu'on va mettre dedans. Donc, bien évidemment, il y a la problématique du politique qui doit annoncer des choses, parce que dans les médias, on dit on n'a pas trouvé de solution. Donc, ces choses-là doivent prendre du temps pour la réflexion et apporter des réponses dites associatives, par la stratégie, et surtout penser au lendemain, au surlendemain, comment ça va se produire. On va les prendre en compte, ces individus, mais on va faire quoi ? Ils vont sortir avec un diplôme, je ne suis plus dangereux ? Est-ce qu'il y a derrière une volonté de l'associer à une fonction ou à une formation qui va nous permettre d'avoir un suivi dans le temps ou pas ? Donc ces choses-là, moi j'ai pas la réponse, mais je pense que personne l'a à l'instant T, mais on doit quand même se concerter et pas forcément attendre qu'un ministre dise « bon, effectivement, on l'a fait 3 semaines, ça marche pas, ou 3 mois ». Donc effectivement, oui, on a des gros problèmes là-dessus. On va en parler tout de suite, justement, lors de la déradicalisation. On le sait, les services de renseignement intérieur ont décidé de faire appel de plus en plus souvent à des sociologues, des psychologues, des analystes. Est-ce que cet aspect-là, il faut aussi obligatoirement l'inclure dans le cursus ? C'est important ? Oui, sans doute. Non, mais pour rebondir quand même sur le sujet qui est quand même intéressant, parce que l'actualité apporte quand même... Oui, on va revenir sur ce Jacques Urvoas, la fin des unités de déradicalisation. Les unités dédiées qui ont été quand même lancées avec beaucoup de bruit démontrent quoi ? C'est que pour avoir une stratégie, il faut avoir un diagnostic. Or, le ministère de la Justice fonctionne sur l'expérimentation. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Elle fonctionne sur l'expérimentation.
parce qu'elle n'a pas de diagnostic, donc elle se laisse porter par le vent, et le vent, c'est celui de l'actualité et de l'urgence, premièrement. Donc aujourd'hui, quand on a créé les unités dédiées, je suis bien incapable de vous dire d'ailleurs, et je m'en garderai bien si c'était bien ou pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont démontré qu'on a voulu faire une expérimentation sur un tout petit nombre de personnes, sachant aujourd'hui que ce nombre est totalement, j'allais dire, disproportionné par rapport à la réalité criminologique de ce qu'on éthique, enfin, ce que l'on veut appeler terroriste. Mais je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, il y va beaucoup plus loin. C'est qu'on a parlé aujourd'hui de décloisonner, j'allais dire, les disciplines pour avoir une stratégie, pour avoir une vision globale. Je trouve ça très bien. Sauf qu'on ne va pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, et c'est le problème des unités dédiées, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort avec ce que j'appelle des délinquants assez classiques de criminalité organisée et un côté un peu hybride qui bascule sur le terrorisme. On commence tout doucement à dire quelque chose que les criminologues savent depuis longtemps, c'est que le trafic de stupéfiants est un terreau extrêmement favorable à la fois pour faire émerger des profils de terroristes et aussi pour les alimenter et j'allais dire, il y a des jonctions très importantes. Molenbeek, c'est d'abord une plaque tournante du cannabis. Donc tant qu'on sera dans un problème culturel, et je rejoins tout à fait ce que dit M. Boer, à savoir que d'un côté, on est sur des vieux concept de contre-terrorisme et qu'on n'a pas compris qu'aujourd'hui, le profil terroriste, c'est un profil hybride, à la fois de criminalité assez classique, excusez-moi, sur lequel il faudra sans doute aussi des réponses assez classiques de criminalité, que l'on connaît un petit peu, eh bien, on ne luttera pas efficacement contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça dépasse la catégorie intellectuelle dans laquelle on s'est nous-mêmes enfermés. Or, les unités dédiées sont un échec parce qu'on ne peut pas d'un côté se dire tiens, on va s'occuper de 44 personnes ou 50 personnes, bien ou mal d'ailleurs, c'est même pas le sujet, alors que le reste de la population carcérale, de toute façon, a le même profil ou quasiment le même profil. Donc pourquoi on va privilégier et sur quels critères quelques-uns et on va laisser de côté les autres. Donc ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'analyse stratégique et tant qu'on n'aura pas compris et quand on n'aura pas analysé ce qu'est la criminologie, qu'est-ce qu'est le profil, j'allais dire, du terrorisme et comment on devient terroriste, comment on sort du terrorisme en mettant de côté des choses assez simples comme la radicalisation religieuse ou des choses comme ça, tant qu'on s'enfermera dans des catégories, on n'arrivera pas à avoir un diagnostic et donc une stratégie. Et on sera sur des expérimentations qui nous feront perdre du temps, qui seront des échecs et qui, en termes d'affichage, sont d'ailleurs dramatiques. Parce que dire, voilà, on a la solution et puis quelques mois après dire on ferme, enfin, moi je trouve ça assez catastrophique. On va d'ailleurs écouter Jean-Jacques Urvoas. Nous allons arrêter les UPRA telles qu'elles existent aujourd'hui. Et nous allons donc mettre en place une nouvelle organisation de la radicalisation violente à l'intérieur de nos établissements. Le premier besoin auquel nous allons répondre, je le précisais à l'instant, c'est la nécessité d'accroître nos capacités d'évaluation. Nous allons créer 6 quartiers d'évaluation de la radicalisation. Évaluation de la radicalisation. Alors ça, c'est quoi ? C'est l'aspect plutôt psychologique, sociologique ? On ne sait pas trop ce que ça veut dire, là. Hein. Il nous manque... voilà. On a l'emballage, mais alors on a un peu de difficulté à ouvrir la boîte. Concrétique, voilà, c'est ça. Peut-être pas fonctionner C'est-à-dire pour essayer d'évaluer autre chose. Sort aujourd'hui un remarquable ouvrage de Farhad Khosrow-Khavar sur l'état des prisons en France. C'est un pavé qui est composé de l'essentiel de ce qu'est un vrai travail sociologique. C'est un travail sociologique, c'est pas un travail où on a une idée au départ et où on passe son temps à la confirmer, mais un pavé où on n'a pas d'idée au départ et on essaye de comprendre ce qui se passe. Ce qui est son cas. C'est un sociologue et pas un sociolâtre. Il y en a quelques-uns, malheureusement, dans le quartier. Et ce pavé raconte, par la voix même de ceux qui le disent, et après tout, c'est quand même l'élément le plus intéressant, chez un juge, chez un agent, chacun d'entre nous est quand même à l'écoute de la parole. Pourquoi ? Comment ça se passe ? Quelle est la problématique ? Comment ils se sont structurés dans leur tête ? Ce qui vient d'être dit sur la concentration et la domination interne, notamment sur la radicalisation, entre guillemets, etc. Et donc, si
des gens comme Farhad Khosrow-Khavar, et il y a eu un colloque international remarquable, ouvert, où on n'a fait aucun choix entre les différentes théologies officielles, tout le monde était invité, on a enfin compris que 40 avis, c'était complémentaire et pas contradictoire, ce qui est un miracle dans les divas qui peuvent exister dans nos milieux. On se rend compte à la fin qu'on apprend beaucoup plus dans cet amas de diversité. Moi, je ne sais pas qui sont les experts, qui est consulté et quels sont les éléments qui ont permis, 1, de dire qu'il fallait faire des unités, 2, d'expliquer qu'il ne fallait plus les faire, et 3, d'expliquer qu'on allait en faire des nouvelles, car c'est un processus qu'on connaît tous, qui est ce qu'on appelle le principe de Capharnaüm. En France, quoi qu'il arrive, on vous crée un truc, on en crée un second, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Personne n'a jamais procédé, non pas à l'évaluation des radicalisés, mais à l'évaluation des structures qui sont censées évaluer les radicalisés. Ce qui me paraît être un élément important. Donc, si ce travail-là est fait, et s'il est fait non pas seulement par les universitaires tout seuls dans leur coin, car nous ne sommes pas plus compétents que les opérateurs de terrain. Nous ne sommes compétents que si nous faisons un binôme avec des magistrats et des responsables de l'administration pénitentiaire. Et quand je dis responsable, c'est pas seulement le patron, c'est aussi le directeur de prison ou le gardien, chef, qui est là depuis 20 ans et qui sait comment ça marche, parce que ça fait 20 ans qu'il sait comment ça marche. À ce moment-là, vous avez un outil qui s'appelle un cercle de qualité. Et le cercle de qualité, il vous permet de changer. Or, la France est le pays où le cercle de qualité, c'est mal. Parce que c'est remettre en cause l'autorité hiérarchique, qui sort d'on ne sait pas où et qui, évidemment, n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Et deuxièmement, c'est mal parce que ça risque de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, un retour d'expérience, ça permet d'améliorer la qualité du service rendu. En France, ça va être une punition. Et donc, on n'en fait jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de conférence de politique pénale, notamment sur la délinquance des mineurs et encore moins sur les radicalisés, depuis 1945. Ça fait 70 ans que nous nous engueulons entre les soi-disant laxistes et les soi-disant fascistes, les fascistes étant les flics, les laxistes étant les juges, sans que personne ne décide de dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit, à part un petit truc à l'École nationale d'administrature en formation permanente où les policiers, les magistrats et les universitaires arrivent à se parler, mais on n'est que 25, donc il n'y a pas de risque et surtout il n'y a pas de journalistes. Tout ce processus-là qualitatif, il n'est pas fait. Donc si ça s'était fait et que le ministre à la fin disait bien, sur la base de ces éléments, je vous dis, 1, ça ne marche pas, 2, je vais faire autre chose, bravo, félicitations, médaille d'honneur. Mais en général, c'est pas comme ça que ça marche. Et si aucun d'entre nous n'a aucune idée du pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été interrompu et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le nouveau, c'est donc que, comme d'habitude, on est plus dans l'effet d'annonce que dans le contenu. Mais c'est sous réserve d'inventaire. Je veux dire, on a un représentant d'un important syndicat professionnel de la magistrature, je suis sûr qu'elle va avoir des éléments absolument formidables qui vont lui permettre de constater que tout ça a été fait avec réflexion, argumentation, évaluation, etc. Je dis ça sous forme humoristique. Bien sûr. On va passer, il nous reste 3 minutes, je voudrais parler d'un autre problème, c'est le chiffrement des données, les portables cryptés. Aux États-Unis, justement, la justice mène une véritable bataille contre Apple. Elle exige l'aide du géant américain, notamment après la tuerie de San Bernardino qui avait fait 14 morts en décembre l'année dernière et qui était une tuerie revendiquée par Daesh. Et pour éviter en fait le piratage des appareils, les fabricants vont renforcer les données. C'est un vrai casse-tête pour les policiers et les magistrats. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Concernant les Américains, je serais amené à mettre éventuellement un bémol, stipulant qu'effectivement, je doute qu'Apple... Parce que oui, la coopération... Je doute qu'Apple ait véritablement des clés de chiffrement qui ne soient pas connues, on va dire, de la NSA. Voilà, c'est pareil chez nous, toutes les clés de chiffrement sont forcément connues, sinon dès lors que vous en utilisez une qui n'est pas connue, forcément vous attireriez l'attention. Donc quoi, mauvaise volonté des Américains, non, c'est ça ? Je pense que problématique de communication. Parce que encore la pour semaine remonter dernière, la popularité d'Apple, si vous préférez, c'est un problème uniquement de... Il y avait une réunion quadripartite avec les procureurs français, belges, marocains et espagnols. À l'issue de cette rencontre au Palais de Justice, moi j'y étais, ils ont formulé un appel à la communauté internationale pour réclamer une décision globale concernant justement tous ces hébergeurs, ces sociétés comme Apple, pour que... parce qu'en réalité, ils le disent, ils sont coincés quand ils ont un téléphone et ils se trouvent bloqués. Il y a 2 éléments. Comme le disait M. de Cloquemort de manière très polie, des fois, même quand on dit on n'a pas aidé, on peut aider. Ce qui protège un petit peu la réputation d'une entreprise qui vend des milliards de téléphones. Et on imagine bien que la NSA, qui peut écouter tout ce qui transite dans les ondes, et potentiellement déjà aider une entreprise américaine contre la concurrence. Donc il doit y avoir des accords qui ne sont pas forcément communiqués. Ensuite, plus on restreint le pot de miel, plus les gens qui sont dangereux vont prendre une échelle pour monter tout en haut. Et donc, ces choses-là sont bien évidemment étudiées par les services de renseignement. Si vous leur dites « Ah bah s'ils parlent là-dessus, on ne peut pas les attraper »,
bien sûr qu'on va les attirer de manière indirecte là-dessus. Je voudrais vous proposer un petit rébus. Alors rapidement, parce qu'on dit que c'est fini. Voilà. Telegram est soi-disant totalement inattaquable. On ne sait pas comment faire. Et pourtant, nous avons démantelé un réseau total de tous ceux qui étaient sur Telegram avec M. Kassim. Question, à quel moment est-ce qu'on s'est trompé? Quand on a dit qu'on n'allait pas pouvoir les arrêter parce que c'était inexpugnable, ou quand on les a arrêtés parce que visiblement ça l'était moins que ce qu'on avait dit? Bonne question, ce sera la question de la fin. On vous laisse vous faire votre réponse. Merci en tout cas, Chem Sakrouf, expert en renseignement, Béatrice Bruget, ancienne juge antiterroriste, Alain Bauer, professeur en criminologie, et Franck de Cloquement, expert en intelligence stratégique. Merci à vous et vous restez avec nous, l'information continue sur LCI.